militaire, la course s'accélère en ce début d'année 2026. Le ministre américain de la guerre, Pete Hegseth, affiche une ambition sans détour. Intelligence artificielle, système autonome, quantique. Les États-Unis doivent remporter la compétition stratégique pour la suprématie technologique du XXIe siècle. Nous allons bâtir le nouvel arsenal de la liberté. Pete Hegseth dit que le Pentagone doit devenir un département AI first, donc IA d'abord. Il dit que l'IA devient un actif stratégique indispensable à l'exercice et à la conduite de la guerre. L'intelligence artificielle est identifiée depuis 2009 comme un multiplicateur de force. L'idée, c'est que si un jour on voit déferler des millions de soldats russes ou chinois, les États-Unis, même s'ils sont beaucoup moins nombreux, pourraient encaisser le choc grâce à leur technologie. Star Trek est une réalité. Une guerre où, peu à peu, la machine remplace le soldat. « 1m80, 80 kilos, voici Fantôme. Et il est américain. » Cette entreprise basée à San Francisco est la première aux États-Unis à fabriquer des robots soldats. Pourquoi vous avez choisi d'appeler ce robot Fantôme? Parce que ça sonne bien. Je veux dire, nous voulons concevoir un robot noir furtif qui semble tout droit sorti de l'univers de Batman. Et Fantôme nous a semblé être un bon nom. Les guerres continuent de mobiliser d'énormes efforts humains. Beaucoup de personnes sont blessées sur les champs de bataille, notamment des soldats. Je pense que les humanoïdes sont la solution pour résoudre ces problèmes. Nous avons mené des essais pilotes avec l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre américaine. Et actuellement, nous travaillons à la mise en place d'un essai pilote avec l'armée ukrainienne. Et les gestes les plus simples pour l'homme sont un défi de taille pour le robot. Cette main fonctionne donc de manière très similaire à la main humaine. Chaque articulation est reliée à un tendon et ces tendons sont actionnés. Aujourd'hui, vous disposez d'un nombre impressionnant de moteurs, environ 24 ici. Dans l'armée américaine, la majorité des décès de soldats humains surviennent lors de l'entrée dans un bâtiment. Pour cela, ils doivent ouvrir des portes, les faire sauter, inspecter chaque pièce. Ce dont vous avez le plus besoin dans ce cas, c'est de pouvoir ouvrir une porte. Et les humanoïdes sont parfaits pour ça. Toutes les pièces du robot, comme le tibia, sont construites et assemblées là-haut. Puis elles descendent ici pour l'assemblage final. C'est ici que l'équipe assemble le robot dans son ensemble. Historiquement, aux États-Unis, les gens envoyaient leurs pièces en Chine pour les faire usiner. Nous commençons à faire tout cela ici. C'est certainement mieux pour la sécurité nationale. Toutes les guerres seront autonomes, ou du moins elles impliqueront des robots, et il y aura probablement encore des décisions humaines à prendre dans une certaine mesure en coulisses. Mais les combats se dérouleront entre robots. L'entreprise prévoit de construire près de 30 000 robots d'ici la fin de l'année prochaine. The security and prosperity of the United States and our allies depends on the deterrence of war. Les startups d'IA militaire se multiplient et font émerger de nouvelles stars comme le milliardaire Palmer Luckey. Alors c'est un système qui permet à tout le monde de fonctionner en gros comme une seule et même conscience collective. Vous pouvez tous partager une vision du monde. Et d'ailleurs, cette vision que j'ai est désormais partagée par tous les robots également. Donc, tout ce que je vois, disons que je vois quelqu'un à l'intérieur d'un bâtiment, chaque drone et chaque personne voit maintenant cette personne là où elle se trouve.
C'est tellement fou d'être né au bon moment pour pouvoir construire tout ça. Alors Palmer Luckey, c'est le patron de Anduril, qui est une société américaine qui fabrique des drones. C'est un personnage extrêmement fantasque. Fantasque, mais qui pèse déjà très lourd dans la défense américaine. Sa société Anduril, valorisée à 30 milliards de dollars, vient de signer un contrat avec l'armée américaine sur 10 ans. Ce qui, sans doute, est inquiétant, c'est qu'il a une vision extrêmement positive, voire magique de la technologie. Et il semble assez persuadé du fait que si on investit énormément dans la technologie, on devient invulnérable. Et d'ailleurs, il dit que les États-Unis doivent être comme une sorte de porc-épic que ses adversaires auraient peur d'attaquer. En face, difficile de savoir précisément où en est la Chine. Mais une chose est sûre, elle aussi se prépare à la guerre dopée à l'IA. C'est une vidéo faite par intelligence artificielle. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout l'intelligence artificielle. Cette image, elle est fascinante au sens premier du terme. Il y a des progrès qui ont été réalisés qui sont phénoménaux. On voit bien que les soldats chinois, quand il y a des défilés, ressemblent à des robots. C'est-à-dire, il y a cette idée de masse qui est toujours mise en avant, aujourd'hui, comme hier, comme sous Mao Zedong. C'est un contexte industriel, mais il y a un sous-entendu, une image subliminale militaire qui est assez claire, à la fois en direction des États-Unis, mais aussi vis-à-vis de sa propre population, la population chinoise, qu'on veut préparer à des possibles confrontations avec les États-Unis. L'ère des opérations sans humains est arrivée. Faire face à cette nouvelle révolution est le défi majeur auquel nous devons répondre aujourd'hui. Pour la première fois en septembre, ces loups robots ont défilé pour les célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois observent les guerres que mènent les Américains avec une attention incroyable. La guerre du Golfe en 1991 a été un déclic pour eux parce que c'était la première guerre technologique. Et les Chinois ont changé leur modèle d'armée à la suite de la guerre du Golfe. Le problème de la Chine, c'est que l'expérience opérationnelle de la Chine sur le plan militaire est assez réduite. Donc on ne peut pas vraiment savoir ce dont ils sont capables puisqu'ils n'ont pas fait vraiment de démonstration de leur capacité. Ça fait partie des paradoxes, mais le fait de faire la guerre permet de développer et de tester les nouvelles technologies. On le voit avec la guerre en Ukraine. Et pour l'intelligence artificielle, on voit bien que toutes les guerres aujourd'hui intègrent cette dimension. Au cœur de Paris, Helsing, start-up européenne de défense, est née de cette révolution militaire. Alors Antoine Borde, on est ici face à deux pilotes qui s'entraînent, mais ils ne sont pas tout seuls, ils sont avec des IA. C'est des pilotes qui sont en train de tester nos IA en conditions les plus réelles possibles, donc dans des simulateurs de vol. En fait, là, on a un combat avec deux humains qui pilotent les avions en rouge contre deux IA qui sont les avions en bleu. Et les deux IA vont mettre au point une tactique ensemble pour essayer de gagner ce combat. On apprend aussi de la machine, en fait. On apprend un petit peu des manœuvres de la machine, et puis la machine apprend de nous. J'ai déjà perdu mon équipier. Ah, bon. 2 contre 1, ça va être beaucoup plus dur. L'IA, elle est capable de voir en une journée, en simulation, ce qu'un pilote va voir pendant des décennies. Donc d'accumuler tout ce savoir-là. Est-ce que l'IA est meilleure que ces deux pilotes? Oui. Oui, là, c'est sans équivoque. On a fait des centaines de combats. Le taux de victoire de notre IA est de plus de 80% sur ces engagements. Ah ouais, là, c'est fini. Exactement. Vous avez perdu. On a perdu. Est-ce que l'objectif final, c'est d'avoir des avions de chasse autonomes? Au début de ce programme, nous, on pensait peut-être que les avions autonomes allaient arriver en 2035, 2040, etc. Là, maintenant, on pense que les premiers vont plutôt arriver en 2030 ou peut-être même avant ça. Pas encore d'avions de chasse autonomes,
mais des drones intelligents qui sont déjà omniprésents sur le champ de bataille. C'est un drone de frappe. C'est-à-dire que c'est des drones qui embarquent une charge explosive, une charge qui peut être entre 2 et 4 kilos. Donc ça peut être assez pour immobiliser un tank. Ce drone-là, il est déjà utilisé en Ukraine. Tout à fait. Qu'il est capable d'aller atteindre une cible entre 50 et 100 km de portée. Et de le faire dans des environnements où le brouillage est très important, ce qui est la donne la plus importante en Ukraine aujourd'hui. Donc l'IA va servir à orienter le drone et à lui faire naviguer pour aller à l'endroit qu'on lui a donné, mais aussi avec une image de la cible. Il va être capable de faire la comparaison pour dire « Ok, la cible qu'on m'a donnée, elle est là ». Ça va ressembler à quoi, la guerre dans 5 ans? Sûrement des humains qui sont dans des postes de commandement un petit peu détachés de la ligne de front, avec du haut débit, des antennes satellites, de l'énergie. Et grâce à ça, vont contrôler des meutes de robots, des robots volants comme celui-ci, qui font de la reconnaissance ou qui font des effets, des robots roulants, comme c'est déjà le cas, pour être capable d'aller chercher des blessés ou des choses comme ça. Il y a des zones du front ukrainien dans lesquelles c'est vraiment une très mauvaise idée pour des humains d'aller, où l'expérience de vie est très très courte. Et on doit s'équiper d'engins robotiques qui peuvent accomplir ces missions. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. En mars dernier, les États-Unis et Israël attaquent l'Iran. En quelques heures à peine, grâce à l'IA, le sommet de l'État iranien est neutralisé. On a su, par exemple, que les services de renseignement israéliens avaient accès à la vidéosurveillance à Téhéran et avaient donc pu savoir précisément comment les déplacements se faisaient. Là, si on prend un exemple très concret, l'intelligence artificielle, une fois qu'elle a toutes ces images de vidéosurveillance, qu'elle a identifié, par exemple, des plaques d'immatriculation correspondant à des personnalités du régime, elle peut proposer des moments où il serait pertinent de mener une frappe. Et c'est comme ça, en particulier, que à la fois Ali Khamenei, mais d'autres dignitaires du régime iranien ont pu être éliminés dans le cadre d'assassinats ciblés. Un ciblage mis en place à grande échelle dans un autre conflit. À Gaza, après les attaques du 7 octobre, l'armée israélienne aurait utilisé un logiciel nommé Lavender. Meron Rapoport est rédacteur en chef d'un site d'information israélo-palestinien. Il a participé à une enquête qui a révélé l'existence et le fonctionnement de ce programme. Prenons le cas d'une personne X, dont les services de renseignement israéliens savent qu'elle est membre du Hamas, peut-être même un commandant. Grâce à l'intelligence artificielle, ils savent qui cette personne rencontre, à qui elle parle au téléphone, qui figure dans sa liste de contacts, de quoi elle parle avec certaines personnes. Sur cette base, l'IA calcule pour chaque personne de la bande de Gaza une probabilité. Par exemple, sur une échelle de 1 à 100, qu'elle soit membre du Hamas. Si c'est un enfant de 5 ans, il aura sans doute une probabilité basse. Mais tout le monde a une note. Tout le monde. L'IA a recensé 37 000 personnes. Il a été décidé pendant la guerre que pour chaque membre du Hamas, même de rang très inférieur, il était acceptable de tuer 20 civils. Cette décision a été prise au sein de l'armée. Et s'il s'agit d'un haut gradé du Hamas, comme un commandant de bataillon ou de brigade, ce chiffre peut monter à 100, 200, voire 300 civils. C'est ce qui a conduit à un nombre important de morts. Le problème, ce n'est pas l'IA en elle-même, mais la manière dont elle est utilisée. Mais il ne fait aucun doute que la machine joue un rôle primordial dans la décision de savoir
qui peut être tué. Il y a eu une intervention humaine, visiblement, qui était de l'ordre plutôt du droit de veto. C'est-à-dire que les opérateurs devaient quand même approuver la frappe qui était recommandée par le système. Et des analystes de l'armée israélienne qui avaient été exposés, avaient vu de leurs propres yeux comment fonctionnaient ces systèmes-là, le temps de décision se résume à quelques secondes. Mécaniquement, cette technologie entraîne une déresponsabilisation de l'humain par rapport aux éventuelles conséquences qui sont tragiques. L'armée, même avant la dernière guerre, avant le 7 octobre, se montrait très fière d'introduire l'intelligence artificielle. Elle affirmait notamment que cela permettrait de réduire le nombre de personnes non impliquées et tuées, en ne visant que des combattants. Une guerre plus propre, en somme. On constate qu'en réalité, l'IA a finalement conduit à une augmentation et non une diminution du nombre de morts. C'est tout à fait un cauchemar dystopique. Pour vous donner un ordre d'idée, avant que Tsahal n'ait recours à ce type de programme d'intelligence artificielle, ils avaient la capacité d'identifier une 50aine de cibles par an. Et après que ces programmes aient été utilisés, ils ont communiqué sur une centaine de cibles par jour. Donc on voit que c'est absolument sans commune mesure. Je suis profondément perturbé par les informations disant que la campagne de bombardement de l'armée israélienne inclut l'intelligence artificielle comme outil pour identifier des cibles, particulièrement dans des zones résidentielles densément peuplées, conduisant à un nombre élevé de victimes civiles. Aucune décision de vie ou de mort affectant des familles entières ne devrait être déléguée au froid calcul des algorithmes. À ce jour, aucun traité international n'encadre l'utilisation de l'IA militaire. Dans la rivalité entre les pays, la technologie à tout prix a gagné. Et les armes autonomes peuvent être une véritable catastrophe parce que vous perdez la maîtrise de l'humanité dans le déclenchement de l'usage de la force. Et il y a juste un domaine dans lequel il semble que la raison reste pour l'instant de mise, c'est le domaine nucléaire. Et ça, c'est fondamental parce qu'on a un ou deux exemples dans l'histoire où des accidents nucléaires ont été évités par le bon sens humain. Croyez-moi sur parole, l'IA est bien plus dangereuse que les armes nucléaires, beaucoup plus. Alors pourquoi n'avons-nous aucune régulation? C'est insensé. Nous pensons que le monde pourrait avoir besoin d'une structure comme l'Agence internationale atomique pour avoir une coordination internationale de l'IA afin de réagir rapidement. Sam Altman, né un 22 avril, comme le père de la bombe nucléaire, Robert Oppenheimer. Oppenheimer a pâti d'une forme de syndrome Frankenstein, c'est-à-dire qu'il a eu le sentiment que la technologie à laquelle il avait participé échappait aux mains de ses créateurs. Peut-être que Sam Altman craint la même chose pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui a dans son ADN même d'immenses dangers pour l'humanité. Face à cette nouvelle donne militaire, l'armée française aussi doit s'adapter. Bonjour Général Marc Espitalier, merci de nous accueillir ici au ministère de la Défense. On a vu dans le film qu'un logiciel de ciblage utilisé par l'armée israélienne, on va voir des images, ça s'appelle Lavender, aurait généré plus de 37 000 cibles humanitaires à Gaza. Est-ce que la France dispose de ce type de logiciel? Alors, si on parle d'un logiciel qui fait du ciblage automatique et qui contraint ses officiers à décider en 20 secondes s'il faut tirer ou pas, non, la France ne dispose pas de ce type de logiciel et n'envisage pas de le posséder parce que ça ne correspond pas à notre doctrine et à notre façon de faire. Qu'est-ce qui vous choque
dans cette façon de fonctionner de l'IA? Ce qui est choquant là-dedans, c'est effectivement cette absence, cette boîte noire, cette absence de compréhension de ce qui se passe derrière. Donc, je crois avoir lu dans la presse que effectivement certains officiers israéliens qui étaient interrogés se plaignaient de ne pas bien comprendre pourquoi ces cibles-là étaient désignées, pourquoi elles étaient sélectionnées par l'intelligence artificielle. Donc tout l'enjeu, ça consiste à maintenir une intelligence artificielle que nous qualifions de souveraine, que nous maîtrisons, que nous comprenons, et nous comprenons les décisions qui nous sont proposées. Quand on est sur un terrain militaire et qu'on a un adversaire qui utilise ces outils-là et qui est plus rapide peut-être dans la prise de décision, mais plus efficace militairement, comment est-ce qu'on arbitre? Est-ce que nous, on va pouvoir garder une forme d'éthique si les autres l'abandonnent? Lorsqu'on a un compétiteur, un adversaire qui vous dit « je me permets tout », pour obtenir mes buts, forcément, c'est inquiétant. Mais ça peut l'être avec une arme nucléaire, ça peut l'être avec d'autres moyens conventionnels. Donc l'inquiétude générée par l'IA, ce n'est qu'un facteur supplémentaire. Il n'y a pas d'action militaire sans éthique. Sinon, c'est juste de la brutalité. D'accord ? Les militaires sont l'expression de la politique. Donc à partir de ce moment-là, nous devons agir selon les règles qui nous sont propres et que nous avons choisies. La défense s'est dotée d'un comité d'éthique qui a fourni d'ailleurs en janvier 2025 un avis sur l'usage de l'intelligence artificielle au profit des forces armées. Parmi ces principes, on peut retenir celui que l'intelligence artificielle ne peut être tenue responsable. Ah ouais. C'est la chaîne de commandement, ce sont les gens qui ont mis en place ces outils-là qui sont responsables